What is up, family? We have another Patreon request. We got comment communiquer avec les extra testicles. Extraterrestre. Oh, my fault. My bad. I'm sorry. I was like extra test. Anyway, okay, bon. Astrono geek. How do you speak to the aliens? Everybody knows how. You call them on your iPhone. Duh. But anyway, let's go. Let's check it out. Yeah. The reason we haven't is because they don't want to answer the phone. Just so you know, that's why. They don't want to answer the phone. They're like, psst. These humans are the dumbest thing we've ever seen in the universe. They're the dumbest things we've ever seen in the universe. We're not picking up the phone. Let that shit go to voicemail. That's why. That's why we've never talked to aliens. Now you know. Maintenant tu sais. Okay? C'est de rien. Don't thank me. It's okay. Le premier contact avec une civilisation extraterrestre. C'est un thème qui a déjà été largement exploré à travers la fiction et sérieusement envisagé d'un point de vue scientifique. J'ai notamment déjà beaucoup évoqué le projet de Frank Drake, SETI, qui scrute le ciel à la recherche de signaux d'outre-espace. Ce faisant, on guette les possibles signes de vie d'une possible civilisation extraterrestre. Mais si on devait capter quelque chose, demain, quel pourrait être ce message ? Peut-être aurions-nous pu avoir une réponse à cette question en 1977 si seulement on avait enregistré le signal WOW, plutôt que de juste relever son intensité. Mais si demain nous venions à capter un message extraterrestre, tout ce que nous pourrions faire, c'est mettre nos meilleurs spécialistes sur la brèche pour le décoder, en espérant qu'il soit intelligible pour nous. Mais et si nous devions nous adresser à une possible civilisation lointaine ? Que pourrions-nous bien leur dire ? We're sorry. Okay. Avec les débuts de la conquête spatiale, l'humanité, surtout représentée par les États-Unis et l'URSS, a commencé à explorer le système solaire. Et rappelez-vous que c'était il n'y a pas si longtemps. Si comme moi vous avez autour de la trentaine, il y a fort à parier que vos parents soient nés dans un monde où on n'avait jamais vu la surface de Vénus. Et ouais, notre connaissance de notre système solaire est encore très récente. Et donc, à partir des années 50 et jusqu'à aujourd'hui, l'humanité s'aventure de plus en plus loin autour du Soleil. Et par l'humanité, je veux bien entendu dire ses représentants, les robots. Car l'humanité est allée visiter Jupiter, mais pas les êtres humains. Bref, dans cette optique d'explorer toujours plus les planètes voisines, naît aux États-Unis le programme Pioneer. Entre 1958 et 1978, 19 sondes partiront vers des destinations diverses et variées au sein du système solaire. En 1972, aucune sonde n'a encore dépassé l'orbite de Mars. La première à se lancer vers l'inconnu sera Pioneer 10, suivie de près par sa jumelle Pioneer 11. Des jumelles, oui, parce que comme ça on limite le risque d'une défaillance critique mettant fin à la mission. Et cette mission, c'est le survol de Jupiter. Les sondes sont lancées en mars et avril 72, rejoignent Jupiter environ 2 ans plus tard, et c'est tout pour Pioneer 10. Pioneer 11 utilisera l'assistance gravitationnelle de Jupiter pour filer vers Saturne, qu'elle rejoindra en 79, et là aussi, c'en est fini pour elle. Quand je dis que c'en est fini, j'entends par là que leur mission est terminée et qu'elles ne survoleront plus d'autres astres. Mais les sondes continuent à fonctionner. Le dernier contact avec Pioneer 11 est établi en 95, après quoi la puissance délivrée par son générateur devient trop faible pour lui permettre de répondre. Et Pioneer 10 enverra un dernier signal très faible en janvier 2003. Mais 2 semaines plus tard, les tentatives de contact se perdent dans l'immensité de l'espace. La sonde est devenue muette. Et donc, venons-en aux faits. Pour aller visiter les géantes gazeuses dans un laps de temps aussi restreint, il faut accumuler beaucoup de vitesse. Une vitesse supérieure à la vitesse de libération du système solaire. Comprenez par là que les sondes ne sont plus en orbite autour du Soleil, elles vont trop vite pour revenir et vont définitivement quitter le système solaire. Pioneer 10 devrait survoler l'étoile Aldébaran dans 2 millions d'années. Pioneer 11 file quant à elle vers une étoile de la constellation de l'Aigle qu'elle devrait survoler dans 4 millions d'années. C'est tout ? Parlons maintenant 2 secondes d'Éric Burgess. C'est un journaliste scientifique qui s'intéresse au programme Pioneer depuis les premiers tests en 1957.
Quand il apprend que les sondes numéro 10 et 11 du programme vont être envoyées sur des trajectoires qui les emmèneront hors du système solaire, il a l'idée de s'en servir comme de bouteilles jetées à la mer et d'y ajouter un message à destination de possibles civilisations lointaines susceptibles de les découvrir. Alors qu'il visite les installations du Jet Propulsion Laboratory pour faire un reportage sur la mission Mariner 9, il croise Carl Sagan, qui avait fait une conférence sur la communication avec les extraterrestres, et lui soumet son idée. Carl Sagan trouve que c'est pas con du tout et fait remonter l'info à la NASA qui lui donne son accord et 3 semaines pour concevoir un message à embarquer sur la sonde. Il s'entoure donc de sa femme Linda et de Frank Drake, le fameux Frank Drake du projet SETI. Ensemble, ils vont concevoir 2 plaques identiques qui seront embarquées sur chacune des 2 sondes. Ces plaques sont faites d'aluminium et recouvertes d'une fine pellicule d'or et mesurent environ 15 cm de haut et 25 cm de large. Et ces plaques, vous les avez déjà vues, ce sont aujourd'hui des éléments de la pop culture. Mais est-ce que vous savez ce qu'elles signifient ? Toute la difficulté de rédiger un tel message réside dans le fait qu'on ne sait pas qui va le lire. Enfin, s'il est lu. Je le redis, ce sont des bouteilles à la mer. La probabilité que quelqu'un, quelque part, un jour, tombe sur ces sondes est infinitésimale. Il faut que la sonde passe suffisamment près d'une civilisation pour que celle-ci la détecte. Évidemment, avant ça, il faut pas qu'elle soit détruite par une collision avec un astéroïde, sachant qu'un caillou d'une centaine de grammes suffirait à la pulvériser. Il faut pas non plus qu'elle soit incinérée dans une étoile. Ensuite, si elle tombe entre les mains d'une espèce extraterrestre, encore faut-il que celle-ci ait des sens similaires aux nôtres. Ouais, imaginez qu'ils soient pas doués de la vue ou du toucher par exemple. Sauront-ils voir et interpréter la plaque ? Ensuite, on suppose aussi qu'ils sont un minimum intelligents. Imaginez qu'une plaque du genre, conçue par des extraterrestres, soit tombée sur Terre il y a une centaine de millions d'années sur le coin de la gueule d'un dinosaure. Elle a eu le temps de se dégrader depuis et c'est pas la peine d'espérer la retrouver. Ou bien, imaginez qu'elle tombe sur Terre il y a 3000 ans, qu'elle survive à la rentrée atmosphérique, ce qui est déjà peu probable, et qu'un agriculteur tombe dessus et décide de la fondre pour en récupérer l'or. La probabilité que ces plaques arrivent jusqu'à une civilisation capable de les déchiffrer n'est pas juste faible, elle est infiniment faible. Pourquoi ils se sont fait chier à les concevoir alors ? La vraie question c'est... pourquoi pas ? Mais donc, supposons qu'une de ces plaques arrive entre les mains d'une civilisation lointaine. Il faut qu'elle soit semblable à la nôtre, c'est-à-dire avec des connaissances scientifiques suffisamment avancées. Non, parce que filer ça ne serait-ce qu'à Galilée, et il sait pas l'interpréter. Pour être lu, ces plaques demandent d'avoir les connaissances qu'on a acquises durant les 100 dernières années. Autant vous dire que ça restreint encore plus les chances qu'elles soient comprises par quelqu'un un jour. Et donc ces plaques, que signifient-elles ? Commençons par la clé pour les déchiffrer. Elle se situe en haut dans le coin. Ça, c'est un atome d'hydrogène, avec un proton et un électron. L'hydrogène est à l'origine d'un phénomène appelé transition hyperfine. C'est quand l'électron change de spin. Lors de cette transition, l'atome émet un photon dont la fréquence est d'environ 0,7 nanosecondes et d'une longueur d'onde d'environ 21 cm. Le trait entre les 2 atomes avec des électrons de spin différents représente donc cette transition et il doit être compris comme ayant la valeur 1. Vous voyez déjà là, vous n'avez pas les bases en physique quantique, c'est mort. Le système de numérotation utilisé, c'est le système binaire qui s'écrit uniquement avec des 0 et des 1. Parce que le comptage en base 10, c'est trop humain. D'ailleurs même pas, c'est trop occidental. Par exemple, les Mésopotamiens de l'époque du cunéiforme comptaient sur une base 60. Donc on prend le système de comptage le plus simple possible. Un trait vertical représentant un 1 et un trait horizontal un 0. En dessous, nous avons un schéma de la position du Soleil dans la galaxie. Vu qu'il y a beaucoup trop d'étoiles pour se repérer par rapport à elles, Sagan et Drake ont décidé d'utiliser des repères plus stables dans le temps. Les pulsars. Chaque ligne représente donc la direction et la distance d'un pulsar. Les nombres binaires inscrits dans la continuité des lignes indiquent la période des 10 pulsars. La ligne plus longue qui passe derrière les silhouettes donne la distance du Soleil par rapport au centre de la galaxie, et la période des pulsars évoluant de manière très régulière dans le temps. À partir de cette carte et de l'évolution régulière des pulsars, on peut même déterminer la date de lancement de la sonde. Voilà, donc non seulement vous avez intérêt à être calé en physique quantique, mais aussi en astrophysique. Et on sait qu'est-ce que c'est Zizi et une mouille, une moule. Non. Une fois le Soleil identifié au milieu des étoiles de la galaxie, I'm just saying, it's part of the education. il faut encore identifier la bonne planète dans le système solaire.
Chaque planète est décrite par sa distance au Soleil, avec pour base unitaire le dixième de la distance entre le Soleil et Mercure. Notez que Pluton y est représenté parce qu'en 72, elle était encore considérée comme une planète. Cette partie du dessin a été très critiquée, déjà parce qu'aucune échelle n'est respectée, donc paye tes repères, ensuite parce que ces plaques sont censées voyager des millions, voire des milliards d'années dans la galaxie. Vous voyez ça, c'est Saturne, avec ses anneaux. Dans une dizaine de millions d'années, elle pourrait les avoir perdus et Mars pourrait en avoir. Les autres géantes en ont aussi, mais pour elle, ils ne sont pas représentés. C'est vrai. Bon, à la décharge de Sagan, à l'époque, on ne les connaissait juste pas. Mais ça, E.T., lui, il n'est pas censé le savoir. Mais l'aspect le plus critiqué de ce schéma, c'est la flèche indiquant l'origine de la sonde. Une flèche. C'est quoi une flèche ? Une flèche, c'est un symbole qui indique une direction et un sens. Seulement, ça ne peut avoir une pareille signification que pour une civilisation ayant inventé la chasse à l'arc. Parce que c'est directement de là que découle ce symbole. Et pour finir, nous avons les silhouettes humaines qui ont été très critiquées aussi. Mais pas pour les mêmes raisons. Et même si elles ne portent pas ce message pour les extraterrestres, elles portent un lourd message pour notre civilisation à nous. Ces silhouettes, elles ont été dessinées par Linda, la femme de Carl. À côté de la femme, on a une indication en binaire de sa hauteur. Le nombre indiqué, c'est 8. 8 fois la longueur d'onde de l'hydrogène, vous vous rappelez ? Eh ben ça fait 1m68, ce qui est la taille moyenne des femmes. Et au cas où, on a inclus la silhouette à l'échelle de la sonde en arrière-plan. Bon, jusqu'ici, ça va. Au départ, Drake et les Sagan voulaient représenter l'homme et la femme main dans la main, mais ça aurait pu être interprété de travers et on aurait pu penser qu'ils ne constituaient qu'un seul et même être. Il a été dit aussi que, bien qu'universel sur Terre, le signe de la main pour dire bonjour ne veut probablement rien dire au-delà. On y rétorquera que ça donne quand même un aperçu des articulations du bras et que ça met en évidence nos jolis pouces opposables. Donc bon, le message envoyé aux extraterrestres, là, il est simple. Ça, c'est nous. Maintenant, ça, c'est un homme et ça, c'est une femme. It's very clear. Nothing's changed. It's still, today is the same. Man, female. voici le message que ça nous envoie à nous-mêmes. Déjà, Linda Sagan s'est auto-censurée en dessinant. Elle a bien représenté le service 3 pièces masculin, mais rien chez les femmes. Mais le gros bail qu'a provoqué cette plaque, c'est celui-là. Les humains sont représentés nus. Et c'est obscène. De toutes les petites choses qu'on aurait pu lui reprocher, ceci est la principale critique reçue par Sagan. Il est obscène de représenter les êtres humains. Because at the end of the day, we don't walk around naked. So if they were to fly by the Earth and start looking, they say, where the hell are these humans they keep talking about? All I see are people dressed, whatever these things are. They got clothes and hats, and what the hell are they? It's got nothing to do with the humans they said exist. I don't see no titties and ZZs and... Sans vêtements. Pas parce que ça risque de provoquer une mauvaise interprétation du message, pas parce que ça nous représente mal, non. Non. Parce que c'est obscène. Bien évidemment, les mentalités ont pas mal évolué depuis 72, mais si cette plaque ne parlera probablement jamais à aucun extraterrestre, elle envoie cependant un message clair aux Américains des années 70. Arrêtez votre pudibonderie de merde, bande de puritains hypocrites. Your prudishness, so true. Mais bon, peu importe. Ouais. Ce message envoyé comme une bouteille à la mer fera beaucoup parler de lui et deviendra, comme je l'ai dit, un élément de la pop culture. Ouais. Évidemment, ces plaques, ce ne sont pas les seuls messages que nous avons envoyés vers l'espace. On pourra notamment citer le message d'Arecibo, codé en binaire et envoyé sous forme d'onde radio vers l'amas d'Hercule en 1974. Mais pour ce qui est des signaux radio, en fait, ça fait presque 130 ans qu'on en bazarde dans tous les sens, y compris dans l'espace. N'importe qui situé à moins de 130 années-lumière d'ici et doté d'un radiotélescope pointant dans notre direction pourrait nous détecter. Mais la plupart de nos messages ne sont destinés qu'à nous-mêmes. Donc à moins d'avoir, à moins de 130 années-lumière d'ici, une civilisation connaissant la technologie de la radio, pointant de l'antenne vers nous, nous prêtant attention et disposant de linguistes et de scientifiques dédiés à l'étude de civilisations lointaines suffisamment balèzes pour nous comprendre, good luck. Toutes ces émissions reviennent à gueuler dans le vide. Bon, personnellement, je pense que si une civilisation nous étudiait effectivement de la sorte, cette quantité de messages représenterait une quantité d'informations suffisante pour appréhender qui nous sommes, simplement par sa quantité et sa diversité. Car si nos langages
nos mœurs, notre art ou nos histoires ne font sûrement guère sens pour une civilisation lointaine, nous avons probablement quand même quelque chose en commun. Les maths. Nous n'avons aucune bonne raison de penser qu'ailleurs dans l'univers, et a fortiori à moins de 130 années-lumière d'ici, les maths et les règles de la physique soient différentes. Et les maths se retrouvent partout dans les messages qu'on envoie, que ce soit dans les longueurs d'onde qu'on utilise, le codage de nos messages ou les lois de la physique que nous utilisons pour communiquer. Mais quoi qu'il en soit, on peut aussi vouloir utiliser la radio pour envoyer un message facile à décoder pour quiconque nous écouterait. Et c'est ce qu'ont fait Sagan et Drake en 1974 à l'observatoire d'Arecibo, qui a envoyé vers l'amas d'Hercule un message constitué Look at the size of that damn thing. Woo-hoo. Wow. That is... Wow. de 1679 bits. Ça fait beaucoup de bits. Où est mon flingue? Non, ça va, je retire ce que j'ai dit. 1679 bits. Ça fait pas beaucoup de bits. C'est juste assez pour coder ceci. Et pourquoi 1679 ? Eh ben parce que c'est le produit de deux nombres premiers. On ne peut donc l'assembler qu'en un rectangle de 73 lignes et 23 colonnes. Enfin, encore faut-il avoir l'idée de l'assembler en lignes et en colonnes. Et une fois qu'on a eu cette idée, encore faut-il le faire dans le bon ordre. Parce qu'il y a, comme qui dirait, plusieurs manières de le faire, mais une seule qui permette de le lire correctement. Et donc ce message, puisqu'il est dirigé vers un amas d'étoiles se situant à 25 000 années-lumière, va voyager pendant 25 000 ans. Si une fois arrivé là-bas il est reçu par quelqu'un, voici ce qu'il sera censé comprendre. Au début du message, vous avez les nombres 1 à 10 codés en binaire. Si vous avez un minimum l'habitude du binaire, vous reconnaissez les premiers, mais ensuite... c'est quoi cette merde? Eh ben en fait, comme ils n'avaient pas assez de place, Sagan et Drake ont écrit ces nombres sur 2 lignes. Donc déjà, si tu comprends pas ça, t'es baisé. Et ce simple petit détail a déjà fait bloquer plusieurs scientifiques bien terriens auxquels ils ont proposé d'essayer de déchiffrer ce message. En dessous, nous avons en binaire les nombres 1, 6, 7, 8 et 15, qui représentent les numéros atomiques de l'hydrogène, du carbone, de l'azote, de l'oxygène et du phosphore. I never paid attention in science. Les éléments H2O. That's the one I remember. constituant l'ADN. Ensuite viennent les molécules qui le constituent. Et là, accrochez-vous. Le premier symbole est une désoxyribose de formule chimique C5H7O. Ensuite, nous avons l'adénine, la thymine et à nouveau une désoxyribose. La ligne d'en dessous, nous avons 2 phosphates PO4, puis à nouveau 2 désoxyriboses de chaque côté encadrant la cytosine et la guanine, et à nouveau en dessous, 2 phosphates. Ça, c'est la structure plus précise de l'ADN. Vous avez compris ce schéma ? Ouais, bien sûr, mais tu crois on est con? On est con. Ouais, moi non plus. Pas plus que la plupart des gens à qui on a proposé de le déchiffrer. Le symbole en dessous, c'est la structure en hélice de l'ADN, la barre du milieu représentant le nombre de nucléotides, c'est-à-dire les couples adénine-thymine ou cytosine-guanine, toujours en binaire, soit 12 milliards. Encore en dessous, nous avons une silhouette humaine, avec sa taille en binaire, c'est-à-dire 14, qu'il faut multiplier par la longueur d'onde du message, soit 1m76. Et ça, faut le deviner. Et à droite, le nombre d'humains en 74, à savoir un peu plus de 4 milliards. En dessous, nous avons le système solaire avec la Terre mise en évidence. Et encore une fois, Pluton, qui à ce moment-là était considéré comme une planète. Et pour finir, nous avons une représentation d'Arecibo qui... No wonder nobody ever answered us. No wonder. They're like, what the fuck are these people talking about? What planet did you say these are? Earth. Earth? Ouais, ok. Et le tout dernier symbole donne la taille de l'engin, 2430, toujours multiplié par la longueur d'onde du message, soit 306 mètres. Bon, en vrai, ce message était plus une démonstration technologique qu'une vraie tentative de communication avec un autre monde. Vous noterez aussi que jusqu'ici, je me suis montré très critique, et certains seront tentés de me dire en commentaire Si t'es si intelligent, t'as qu'à faire mieux. Sauf que non, je ne suis pas assez intelligent pour faire mieux. Oh, merde. You are smart as shit, though. Oh, yeah. Je ne suis pas Très, très intelligent. même assez intelligent pour comprendre ce message, on a dû me l'expliquer. Mais cette critique que j'aimais, avant d'être la mienne, c'est celle de la communauté scientifique qui a dit, en substance, « Comment voulez-vous qu'une civilisation extraterrestre déchiffre ce message si nous-mêmes on en est incapables avec nos références technologiques et culturelles ?» Et pour ce qui est de la légitimité d'une critique émise par un simple youtubeur qui n'y connaît rien,
Je vais faire le lien avec toutes les fois où on me dit que je n'ai aucune légitimité à m'exprimer sur un sujet parce que j'en suis pas un spécialiste. Je sais pas piloter un hélicoptère. Je sais pas réparer un hélicoptère. You know what I'm gonna say, right? Je suis pilote. I had to do it. Je suis même pas sûr que je saurais en faire le plein. Mais ça m'empêche pas, quand j'en vois un dans un arbre, de savoir que le pilote a merdé. Émettre des critiques sur ce genre de message ne signifie pas qu'on saurait soi-même faire mieux. Ça soulève juste l'incroyable difficulté pour quiconque de trouver une méthode universelle pour s'exprimer et qui pourra être universellement déchiffrée. Mais vous allez voir que, pour la suite, on n'a pas besoin d'être calé en maths pour émettre des critiques. Oh, thank God. Non pas sur la forme du message, mais sur le fond. Et là encore, avant d'envoyer un message aux extraterrestres, on s'envoie un message à nous-mêmes. Parce que le prochain message à avoir beaucoup fait parler de lui, c'est le Voyager Golden Record. En 1977 décollent les 2 sondes Voyager qui vont bénéficier d'une configuration rare des planètes pour sauter de l'une à l'autre grâce à des assistances gravitationnelles. Vincent a fait une super série de vidéos là-dessus, donc je vais pas m'attarder sur la question. Je vais juste préciser que Voyager 1 est aujourd'hui l'objet le plus lointain jamais envoyé par l'homme dans l'espace. D'ailleurs, histoire de résumer, il y a en ce moment 11 objets artificiels sur des trajectoires de sortie du système solaire. Les 2 sondes Pioneer, les 2 sondes Voyager et la sonde New Horizon. Plus 4 de leurs boosters qui ont servi à les pousser et 2 contrepoids qui servaient à stabiliser leur rotation. On ne parlera donc pas de New Horizon qui ne porte pas de plaque, ni des débris spatiaux. D'ailleurs à ce propos, il était question d'ouvrir en août de cette année un site internet où proposer des photos qui auraient été uploadées dans la sonde à la fin de sa vie pour qu'elle les transporte ensuite numériquement à travers le cosmos. Pour ouvrir ce site qui n'a rien d'un projet officiel de la NASA, un Kickstarter de 72 000 $ a été ouvert. 72 000 $. Et de toute façon, le projet n'a pas été financé. Bref, nous sommes en 1977 et les sondes Voyager s'apprêtent à partir pour le plus lointain voyage jamais réalisé. Après le tapage médiatique des plaques Pioneer, je vais pas dire succès parce que comme on l'a vu, on en a autant parlé en bien qu'en mal, la NASA s'est dit qu'il serait possible de relancer une bouteille à la mer avec les sondes Voyager, mais elle s'est dit aussi qu'il fallait voir plus grand, plus complet, plus éclectique et partager avec les petits hommes verts une partie de l'histoire de l'humanité. Et pour pas changer, c'est ce cher Carl Sagan qui s'y colle. Il dirige donc une commission chargée de choisir les éléments à intégrer dans le disque. Le disque, parlons-en. C'est le même pour les 2 sondes. D'un diamètre de 30 cm, il est fait de cuivre et That looks like what the artist gets. You know, when they sell like 20 million albums, they get one of those and they put it on the wall and then they got a platinum one and no, that's not what that is. Okay, how about when you're on the drums, right? You like boom, 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 psh. And no? Ah ben merde alors, je sais pas. It's a record. recouvert d'une fine pellicule d'or. Il n'est pas tout seul, il est contenu dans une boîte censée le protéger des agressions de l'espace, poussière, rayonnement ou autre, et est accompagné de la tête de lecture nécessaire pour le lire et d'un échantillon d'uranium 238. Parce que compte tenu de la demi-vie de l'uranium, il est ainsi possible de le dater précisément. Je vous ai dit qu'il était accompagné d'une tête de lecture. Parce que c'est un vinyle. Quoi? En cuivre. Ah. Ouais, quand on dit un vinyle, en fait c'est un abus de langage. Les disques noirs et souples de Mémé sont faits en vinyle, mais leur vrai nom c'est des disques à micro-sillon, ou disques phonographiques. Donc pour rappel, sur les plaques de Pioneer, on se plaignait que les extraterrestres ne connaissent possiblement pas les flèches. Flèches qui ont été inventées indépendamment par à peu près toutes les sociétés primitives sur Terre. Et là, on leur demande de connaître le tourne-disque et le phonogramme. Bon, évidemment, on tablait pas sur le fait qu'ils sachent d'office quoi en faire. Donc on leur a filé un mode d'emploi. Je vous ai dit que le disque était enfermé dans une boîte. La boîte, la voilà. Et les instructions sont dessus. La boîte est elle aussi en cuivre et en or, et elle est censée survivre à l'espace plus longtemps même que la Terre. Déjà, vous reconnaissez en bas le symbole de l'hydrogène qui nous donne nos unités de temps et de distance, comme sur la plaque de Pioneer. Et à côté, bien entendu, la carte galactique des pulsars. Maintenant, il faut réussir à lire le disque. D'abord, sa partie audio. Le schéma du dessus nous montre le disque
vue du dessus, avec sa tête de lecture, et un nombre binaire qui nous indique une durée de 3,6 secondes par tour. Le schéma juste en dessous nous montre la même chose, mais vu de la tranche, et le nombre binaire indiqué juste en dessous nous indique une durée de lecture d'1 heure. Ouais, parce que pour les plus jeunes, le micro-sillon, il n'y en a qu'un, et il est enroulé sur toute la surface du disque, et la tête de lecture se déplace de l'extérieur vers l'intérieur, et pour faire tout ce chemin, il lui faut donc 1 heure. Bon, ça a l'air archaïque vu comme ça, mais l'intérêt d'un tel système, c'est sa fiabilité. Imaginez. Hé, on a reçu une clé USB d'une civilisation extraterrestre. Ah cool, branche-la pour voir. Données corrompues, veuillez formater le disque. Donc en vrai, non, pour transmettre autant de données de manière fiable sur des millions, voire des milliards d'années, le support était pas déconnant. À ceci près, encore une fois, que les hypothétiques récepteurs comprennent cette technologie. Là aussi, tu files ça à Galilée... Bon, normalement, ce schéma, il vous paraît relativement compréhensible, parce que vous avez déjà vu un tourne-disque. Mais regardez voir, sur la partie droite, là, on a l'explication du décodage de la partie vidéo du disque. Et oui, parce que ce disque contient aussi des images analogiques sur 512 colonnes de large. Oh. Ouais, je peux pas vraiment dire pixels, ce sont des lignes de balayage. Et donc ce schéma nous donne un aperçu du signal présent sur le disque, avec le nombre binaire en dessous donnant la durée d'une telle forme d'onde. Le schéma en dessous indique comment il faut répartir ce signal par balayage sur une surface rectangulaire, le nombre binaire indiquant les fameux 512 balayages par image. Et le dernier schéma représente la première image, juste un cercle. C'est une image de calibration censée faire comprendre aux extraterrestres que s'ils appliquent cette méthode et voient un cercle, c'est qu'ils ont bien fait les choses. No, seriously, like, if you were from another planet, light years away, I mean millions and millions of light years away, and you receive this message, would you be like, ah oui, je comprends tout. Ah, c'est ça qui explique size. Ah, mais je comprends. Okay. Allez, let's play the record. There's no way. There's no way. Shit, half the humans wouldn't understand what the hell this means. Encore faut-il comprendre ça. We're funny. Sur la surface du disque, il est écrit « To the makers of music, all words, all times », qui est très poétique, mais qui aide pas vraiment à sa compréhension. Est aussi inclus dans la boîte un message gravé du président des États-Unis Jimmy Carter, qui, en substance, dit ceci. Cette sonde spatiale Voyager a été construite par les États-Unis d'Amérique. Nous sommes une communauté de 240 millions d'êtres humains parmi plus de 4 milliards qui habitent la planète Terre. Nous, les êtres humains, sommes encore divisés en États-nations, mais ces États vont rapidement devenir une seule civilisation globale. LOL. Nous lançons ce message LOL dans le cosmos. Il est probable qu'il survive 1 milliard d'années dans notre futur, quand notre civilisation aura été profondément modifiée et la surface de la Terre grandement transformée. Ouais, mais ça fait quoi 1 milliard d'années quand tu sais pas ce que ça fait une année terrestre ? Parmi les 200 milliards d'étoiles de la Voie lactée, quelques-unes, peut-être plus, peuvent abriter des planètes habitées et des civilisations voyageant dans l'espace. Wow. Si une telle civilisation intercepte Voyager et peut comprendre les contenus enregistrés sur le disque, Non. voici notre message. Ceci est un présent d'un petit monde éloigné, des échantillons de nos sons, de notre science, de nos images, de notre musique, de nos pensées et de nos sentiments. Nous essayons de survivre à notre temps, de sorte que nous puissions vivre un peu dans le vôtre. On essaie et on essaie, toutes les années, on essaie de détruire the planet. We're trying so hard every year. You know what I'm saying? So we, little by little, global warming, you know, cutting all the trees down, more and more factories. Now we're just mining, what are we mining now? Lithium, like it's water, like, you know. So we're trying. We maybe you guys could come and help us. You could come help us destroy this planet faster, because we're taking a little too long. We're taking a little too long. And by the way, could you tell us why hurricanes are now category 5s when they used to be like 3? And now they're up to 5, and tornadoes are like EF6s. Like, what? Why is everything getting stronger and more damaging? It couldn't possibly be because of us. No.
So please, Mr. Alien, can you help us out? Because we don't know what the fuck we're doing. That's what the message should say. You know? But basically, you're inviting. Imagine if it's like, you guys ever saw the movie Independence Day? You saw that, right? It's a classic. It was actually a very good movie. You know, you're basically inviting everybody to your house and saying, "We hope you're nice. We hope you're nice aliens. We hope you're kind and nice. You know, hopefully you don't want to like destroy us and take over our planet or nothing like that." Because we're basically telling you everything you need to know, you know, where to get us, how to find us, what we do, what we think, you know. So there shouldn't we be a little bit like, what if they're not that friendly? What if we finally do see something and we're like, oh shit, these aren't nice, they're not nice aliens. These are very naughty aliens. Might have a little problem, no? I'm just saying. Nous espérons un jour, ayant résolu les problèmes auxquels nous faisons face, rejoindre une communauté de civilisation galactique. Ce disque représente notre espoir, notre détermination et notre bonne volonté dans un univers vaste et impressionnant. Bon, et du coup, maintenant qu'on a lu la jaquette, ce disque, qu'est-ce qu'il contient ? Eh bien, principalement 4 choses. Des salutations, des sons de la Terre, de la musique et 115 images. Plus l'image de calibration. Je vais pas vous faire la liste complète des sons qui s'y trouvent, mais je vais plutôt vous mettre des sources en description. Mais on y trouve entre autres le bruit d'un orage, un chimpanzé qui crie, un chien qui aboie, un avion de chasse qui passe en rase-motte et le décollage d'Apollo 11. On a aussi des salutations dans 55 langues différentes et de la musique. Là aussi la musique, je vais pas vous faire un inventaire à l'après-vert. We send them, hey, we gotta send them Eminem. Be like, yo, this is Eminem right here. Have a listen. It's very important that they know who Eminem is. On a entre autres un concerto brandebourgeois de Bach, des chants traditionnels africains, aborigènes, guinéens, géorgiens, navarro ou encore péruviens. No Eminem? Eh ben merde. La flûte enchantée de Mozart, un peu de Louis Armstrong, de Chuck Berry et Blind Willie Johnson. La liste est longue, vous trouverez tout en description. Et tout ceci a été assemblé par Linda, la femme de Carl, toujours elle. Passons maintenant aux images. Va falloir vous montrer indulgent sur leur qualité, et ouais, on n'a pas envoyé de fichier HD aux extraterrestres. Hein. Je vous le disais, ces images ont un balayage de 512 lignes, qu'on résumera grossièrement à 512 pixels de large, soit à peu près 4 fois moins qu'un écran HD, et 8 fois moins qu'un écran 4K. Donc Kevin Gamer du 68, tu te calmes, hein. C'est moche et on n'y peut rien. Après l'image de calibration, on nous représente la localisation du système solaire, des définitions mathématiques, des unités physiques, le système solaire, le spectre de la lumière visible avec les raies d'absorption du soleil, les planètes du système solaire pour lesquelles on avait des photos à l'époque, l'atmosphère terrestre, des définitions de chimie, la structure de l'ADN. The structure of DNA, that's what we'd like to tell them. Okay. Et des trucs comme ça. Et là, les bonnes vieilles habitudes puritaines des États-Unis reviennent en force. Les époux Sagan avaient retenu pour cet échantillon d'images la représentation d'un couple nu, comme sur la plaque de Pioneer, ainsi qu'une image de femme enceinte, nue. Ce qui d'un point de vue naturaliste fait tout à fait sens. Mais bon, vous comprenez ma bonne dame, ça risquerait de choquer l'américain moyen de voir une femme à poil. That is so damn true, it's pathetic. It's pathetic. Just, especially les nichons. Oh, si on voit des nichons sur la télévision, oh là 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 là, c'est terrible, c'est terrible. Donc la femme enceinte, tu me la remplaces par ce schéma dégueulasse, et l'image du couple nu, tu me la vires. Parce qu'on veut bien montrer aux extraterrestres à quoi ressemble la Terre, mais à quoi ressemble une partie de notre anatomie ou notre mode de reproduction, ça risque de fâcher Dieu. On est tellement con. Ou la ménagère de moins de 50 ans. Ou je sais pas, mais tu me l'enlèves. The average housewife of 50 years, under 50. Et ouais, si le simple dessin de la plaque de Pioneer faisait déjà râler les prudes, could you imagine today how much the triggering that you would cause? Fallait pas s'attendre à mieux avec des photos. Putain, Linda Sagan, c'est une rebelle en fait. Le reste des images est assez varié. On y trouve des scènes de vie,
des bâtiments, des gens qui mangent comme des gros porcs, et aussi des trucs que la NASA ne peut pas vous montrer, parce qu'elle n'en possède pas les droits. Et oui, certaines images, dont des planches anatomiques dont voici un exemplaire trouvé ailleurs, ou encore de simples photos de forêt, sont copyrightées. Je sais pas si vous imaginez. Well, you better tell the aliens. Say, you go look at this, but don't share it. Because this is copyrighted material. On a proposé à des gens de mettre leurs œuvres dans des capsules temporelles, de les rendre immortelles et de les faire voyager à travers l'univers, et la réponse de certains, ça a été « Ouais, combien tu me payes ?» Alors attention, en tant que photographe, je suis bien placé pour savoir qu'on bosse pas à l'œil. Mais autant tu peux réclamer du fric pour une œuvre d'art sur laquelle on va faire du flouze, autant la photo de mémé qui ramasse des feuilles et que t'auras jamais vendu un centime, tu viens pas faire le vénal quand la NASA te propose de l'envoyer dans une capsule temporelle à destination d'une civilisation extraterrestre. Et donc, comme elle n'a pas l'autorisation des propriétaires, la NASA ne peut même pas montrer certaines de ses photos sur son propre site internet. Holy shit, that's amazing. Je vous mets en description un lien où vous pourrez les voir quand même. Donc, voilà ce qu'on a envoyé comme bouteille à la mer, sans date d'expiration, à destination de civilisations extraterrestres, et tout en sachant que la probabilité qu'un jour ces messages soient découverts, jamais, mais jamais, déchiffrés et compris, non, est tellement proche de zéro oui, que ça en donne le vertige. oui. Dans 40 000 ans, les deux sondes Voyager passeront à moins d'une année-lumière de l'étoile Gliese 445 avant de continuer leur périple dans la galaxie. Ces messages sont certes bien imparfaits dans leur forme, mais leur fond en dit bien plus sur la nature humaine que le seul message qu'elles sont censées porter. Les extraterrestres ne sauront rien de ces histoires de pudibonderie américaines. Mais quelque part, en envoyant un message aux extraterrestres, et en voulant leur donner une représentation neutre de notre monde et de notre société, c'est à nous-mêmes qu'on envoie un message. Et la question est, sommes-nous nous-mêmes capables de le comprendre? Oui. Oui. Levez les yeux au ciel et soyez astronogeeks. À la revoyure. Such a good storyteller. He's such a good storyteller. Listen, it's very we're never going to find other life. Our only chance is that they find us. That's the only way. Because they are probably, you know how China's like 10 years, 20 years ahead of everybody? So they're probably like 20 billion years ahead of us, ahead of the planet Earth. So they probably have a way better chance to if they want to find us. I think they already found us a long time ago. And like I said, they were like, what? They kill each other. Why? What? Anyway, so no mercy. Skip that planet. Let's keep looking. But I'm just saying, I think they have the technology to find us way faster than we had the technology to find them. And I mean, look what we sent them. I mean, for God's sakes, look what we sent them. Look what we even somebody a billion years ahead of us would be like, what the hell is this? What are they trying to say? They'd have to be like, hey, is great grandma still around? Maybe she could decipher this old shit. We don't even know what this is. That's like what we're doing there. It would be like giving a rotary phone to your kids today and say, go ahead, figure out how this works. Figure out what it does and how it works. Give them a rotary phone. That's basically what we're giving. If they got the message, they would be like, oh, what the hell is it? I don't understand any of this. Like I said, hey, great grandpa, because you know they live to like 1,000 over there. Can you come and decipher this? I don't know what the hell this is. Oh my God, I think that's binary. Like, you know what I mean? Like, anyway, it's funny. It's funny. Our ideas. Let's send a bottle with a message into space. It'll just maybe somebody's hand will just, I don't know. Who knows? Anyway, don't worry about it. By the time we figure it out, the planet will be gone anyway. Don't worry about it. Right? We're not gonna. So if it's not the planet that self-destructs, it'll be us.
humans. We'll do something. Don't worry. Nuclear war, something. We'll take care of it. So anyway, ben voilà. See, I thought, I mean, I didn't think anything. I was just like, is it possible that maybe at some point we had some communication that was hidden? Because it'd be hidden from us. You don't think that shit would be on the news the next day? Breaking news. The United States finally was able to speak to another planet and we found life. Oh, hell no. That would be locked down by the governments for decades before we would ever know nothing. Because we're always the last to know. You know that. We're the last to know. Just like if they knew right now that the Earth had 30 days left, do you think they would let us know? No, of course not. Hell no. Anyway, how do you communicate with your extra terrestrials? Terrestre. It's hard to say in French. Anyway, apparently that's how. But will it work? No. Take care. Peace out. À la prochaine.